Petit avertissement avant le début de la vidéo, cette vidéo comme la précédente sur We Have a Ghost, je teste un autre micro pour les vacances, du coup l'audio ne sera pas équivalent à l'audio que vous avez habituellement sur la chaîne, ce n'est que temporaire évidemment. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers les scènes post-génériques pour voir un petit peu parce que là j'ai fait du post-réglage pour essayer d'améliorer le son. Mais voilà, je préférais vous prévenir, merci de votre compréhension et bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Mais je ne vous cache pas qu'on va pas beaucoup parler de plateformes de streaming aujourd'hui. Déjà aujourd'hui c'est le top 10, comme chaque début du mois. Nous faisons un petit top 10 sur la chaîne, on en a déjà fait beaucoup. Je vous renvoie vers la playlist qui est dédiée au top 10. On a fait des top 10 d'acteurs, on a fait top 10 sur certaines thématiques, on a fait des top 10 d'horreur, de Noël. Et cette fois-ci, en l'honneur de la sortie de son dernier film, on lance un nouveau concept, les top 10 de réalisateurs. Et qui de mieux pour inaugurer les top 10 de réalisateurs que Steven Spielberg. Si vous avez vu ma vidéo sur The Fablesman, vous savez que je dis Spielberg parce que j'ai fait LV2 allemand et qu'en allemand tu apprends que Spielen ça veut dire jouer et que Berg c'est le mot pour dire montagne et que donc Spielberg c'est un nom allemand et du coup je le prononce à l'allemande et je ne sais pas le prononcer autrement. Donc durant toute cette vidéo je dirais Spielberg, vous avez le droit de le prononcer comme vous voulez, moi aussi. Vu qu'on est d'accord sur ce point, je vous propose de commencer dès à présent pour découvrir mes 10 films favoris de ce grand réalisateur. Quelques mentions honorables, je vous retrouve après le générique, à tout de suite. Avant de commencer les choses sérieuses, petit avertissement comme au début de chaque top 10. Ce top 10 est le mien, c'est mon top 10 personnel en fonction de ma propre émotivité, les films qui m'ont touché ou non, les films qui ont marqué mon expérience de cinéphile ou non. Évidemment, nous n'aurons pas les mêmes films favoris du réalisateur. Le but n'est pas de faire un top 10 international en se basant sur le nombre d'entrées ou sur l'argent que les films ont rapporté ou sur leur reconnaissance par telle ou telle critique. Là, c'est juste de faire le mien, à mon sens à moi, de spectatrice. Et c'est pour cela que je vous invite à faire le vôtre de votre côté. Laissez-le en commentaire, profitez-en tant que j'ai pas encore commencé parce que je sens que je vais vous influencer avec les excellents films que je vous ai choisis. Mais surtout, laissez-le en commentaire pour qu'on puisse en discuter et pour que vous puissiez en discuter entre vous. C'est toujours super de voir que le cinéma, on le vit tous d'une façon différente, avec notre sensibilité, avec nos expériences, avec notre parcours. Et ça fait toujours plaisir d'en discuter ensemble, ça fait toujours super plaisir de voir vos top 10 différents des miens. Vous n'allez pas mettre les mêmes films dans le même ordre, vous n'allez pas mettre le même premier film. Donc n'hésitez pas à laisser votre top en commentaire, on se fait ça avec bienveillance, chacun avec sa sensibilité de spectateur. Et on est parti pour notre 10e position. En 10e position, j'ai mis un film de 2002 qui dure 2h12, ça fait beaucoup de 2, et qui est inspiré d'une histoire vraie. Je pense que vous l'avez dès à présent deviné, ma 10e position c'est Arrête-moi si tu peux. Ce film est à la fois un drame, un film de crime, un film thriller et avec un aspect un petit peu biographique puisqu'il s'inspire de l'histoire vraie de Frank Abagnale, un faussaire et surtout grand imposteur franco-américain qui a réussi à duper pendant des années les enquêteurs américains comme français d'ailleurs. Le film qui est actuellement disponible sur Netflix si vous souhaitez le découvrir a pour tête d'affiche deux grands acteurs que j'adore qui sont Leonardo DiCaprio et Tom Hanks qui nous offrent du coup des scènes absolument exquises. Toujours filmé dans le style Spielberg, c'est-à-dire efficace, avec des plans qui sont toujours très intéressants, des lumières qui sont maîtrisées et des musiques qui accompagnent extrêmement bien les actions. Bref, du Spielberg tout craché, mais avec une histoire qui est vraiment ultra prenante, ultra intéressante, d'autant plus quand on sait que c'est inspiré d'une histoire vraie. Dans ce film-là, Spielberg explore plutôt l'image de l'anti-héros à travers le jeune et plutôt beau gosse Leonardo DiCaprio qui se fie de la police et qui est un peu à la fois dans une quête de lui-même et une fuite en avant qui est plutôt intéressante. Donc on a un personnage qui est ultra attachant mais qui est complètement en rupture avec les codes communs du respect des lois, etc. Et à côté, on a le très sérieux Tom Hanks qui est comme toujours excellent lui aussi, et qui en plus fait vraiment un très beau contraste avec le personnage de Leonardo DiCaprio. Le film est super équilibré, on sent pas du tout passer les 2h12, bref, si vous ne l'avez jamais vu, sautez dessus. On poursuit avec la 9e position. En 9e position, on va revenir sur une saga que j'ai évoquée dans le top 10 du mois dernier, puisque le top 10 du mois dernier, c'était sur les films d'aventure, et j'ai surpris certains avec l'endroit dans le classement où j'ai placé la saga Indiana Jones. Et bien cette fois-ci, c'est en 9e position que je place Indiana Jones dans ce top 10 de son réalisateur. Et ce n'est ni le premier ni le deuxième, c'est Indiana Jones 3, celui du Temple Maudit.
Ce troisième opus qui est sorti en 1984 et qui dure 1h58 est mon préféré de cette saga qui est un petit peu le bébé de Spielberg. Cette fois-ci on n'est pas du tout sur la figure de l'anti-héros, même si on peut avoir chez notre cher Indiana un petit côté un petit peu je respecte pas trop les lois et les règles. On est vraiment sur le héros mis en avant qui combat les méchants sont d'ailleurs des nazis, comme ça marche bien, ils sont vraiment très méchants. Et c'est surtout cette espèce d'image d'aventurier, explorateur, bourreau des cœurs et sauveur de reliques. Vraiment on est sur quelque chose d'extrêmement héroïsant, d'extrêmement dépaysant également, surtout dans le troisième opus, le Temple Maudit, qui commence à Shanghai puis ensuite qui se passe principalement en Inde. Franchement le troisième c'est mon préféré déjà parce qu'il m'a marqué en tant qu'enfant, je l'ai vu très jeune, il y a certaines scènes notamment sur la fin du film avec les histoires de cœur etc qui sont un peu hardcore mais qui ont participé à ma construction cinématographique. Mais en plus je trouve que de tous c'est celui qui est le plus aventuristique on va dire au niveau de la façon dont il est filmé. On sent dans le premier que c'est un peu l'exploration du concept, le second on confirme le succès de la saga et on sent qu'on a aussi de plus en plus de budget et je trouve que ce troisième opus de Indiana Jones est pour moi le plus abouti ou du moins celui qui m'a fait le plus voyager et qui m'a semblé le plus exotique et le plus aventureux, donc c'est celui que je retiens pour ce top 10. En 8ème position, on sort de l'image de l'anti-héros ou de l'aventurier et on va s'intéresser à un film beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus sensible et qui cette fois-ci est un film empreint de science-fiction qui est le film AI, Intelligence Artificielle. Il est sorti un an avant Arrête-moi si tu peux, c'est-à-dire en 2001. Il dure 2h25 donc c'est quand même un très gros bébé et c'est donc un film de type science-fiction et drame d'une grande sensibilité et qui personnellement m'a beaucoup touchée. On est dans un monde post-apocalyptique qui nous parlait déjà dans les années 2000 mais qui nous parle de plus en plus au vu de la période que l'on vit aujourd'hui où les villes et les pays ont été menacés par la montée des eaux et du fait de cette disparition de nombreux territoires, il faut un contrôle drastique de la population. Et par automatisme donc des naissances. Vont alors se développer pour ces familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants des palliatifs sous la forme de méca ou d'androïdes comme on dirait aujourd'hui. Et c'est l'un de ces androïdes sous la forme d'un jeune enfant que l'on va suivre, un androïde qui s'appelle David. Ce méca de toute dernière génération est capable de ressentir des émotions et il va être confié à Henri et Monica qui viennent de perdre leur fils. Et on a vraiment une histoire extrêmement intéressante, une réflexion très intéressante du coup sur l'impact de la technologie sur nos vies et sur le développement des intelligences artificielles etc, sur l'émotionnalité des machines, thématique qui était énormément brassée dans les années 2000 et qui maintenant, à part peut-être dans des trucs très noirs à la Black Mirror, n'est plus si avancée que ça, peut-être que du coup maintenant c'est beaucoup trop proche de notre réalité pour être traité au sens de la SF, mais en tout cas dans les années 2000 c'était quelque chose qui revenait beaucoup avec iRobot etc. Et AI Intelligence Artificielle c'est un film qui s'est vraiment détaché, du moins dans mon expérience, parce que le fait qu'on l'approche à travers la figure d'un enfant, ça prend au trip d'une certaine manière et le film est profondément dramatique en fait. En plus on a un casting qui est vraiment pertinent avec notamment Jude Law, également Brendan Gleeson que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié dans son dernier film Les Banshees d'Inisherin. Si vous n'avez pas vu ma vidéo 12 films que je vous ai cachés, je vous y parle de ce film que j'ai beaucoup apprécié et je l'ai notamment beaucoup apprécié dans le rôle qu'il joue. C'est un acteur que je trouve par ailleurs très bon. Et en plus le jeune David est incarné par le même acteur qui avait été révélé dans le film Le Sixième Sens, qui est Haley Joel Osment, qui est un très jeune acteur absolument stupéfiant et qui je trouve avait une sensibilité pour son âge, enfin vraiment il est très très bon, il était très très bon dans Sixième Sens, il est également très très bon dans ce film là. Si vous n'avez jamais vu AI Intelligence Artificielle, il me semble que c'est pas le film le plus connu de Spielberg et pourtant il est absolument excellent. On poursuit avec un film que là pour le coup je pense que vous connaissez. En 7ème position, j'ai pas pu faire autrement que de mettre Jurassic Park. J'étais obligée de mettre Jurassic Park dans mon top 10. Je peux pas le mettre plus haut parce que je crois qu'il y a des films de la filmographie, enfin je suis certaine qu'il y a des films de la filmographie de Spielberg qui m'ont plus marqué que Jurassic Park, mais c'est quand même un monument de ma filmographie et surtout un monument absolu de la pop culture. Le premier Jurassic Park dure 2h07, il est sorti en 1993 et... que dire, normalement on connaît tous Jurassic Park, c'est un film de SF aventure parmi les plus connus au monde. Je pense même pas avoir à revenir avec vous sur l'histoire, sur John Hammond, sur Ellie Sattler, sur Alan Grant ou sur l'exceptionnel Ian Malcolm. Mais on sent que vraiment, autant dans les autres films, je vous ai parlé de la figure de l'aventurier, de l'anti-héros, de quelque chose de plus émotionnel, là c'est juste purement et totalement le rêve de gosse. On sent que Spielberg adapte dans ce film son rêve de gosse, un parc avec des dinos, des vrais dinos vivants qu'on a ressuscités avec un bout de caillou qui traînait par là, et c'est juste excellent et ça a fait rêver des gosses partout dans le monde, ça m'a fait rêver moi-même à l'époque où j'ai découvert le film, ça fait encore rêver aujourd'hui et ça fait encore venir dans les salles, puisque Jurassic World, qui fait suite à la saga Jurassic Park et aux 3 opus de la saga originale, fait aller tout le monde en salle, même si le dernier film était absolument atroce, je vous renvoie vers ma vidéo. Enfin, c'est un monument du cinéma, c'est un monument de la culture populaire, et c'est un film extrêmement kiffant, avec ses animatroniques qui sont plus vrais que nature, enfin bref, c'est sublime, c'est génial, vous connaissez, je connais, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top, c'est chose faite. 6ème position, on reste sur les classiques avec une imitation qui je pense va parler à absolument tout le monde.
téléphone, maison, petit doigt qui clignote, petit doigt qui clignote. Vous avez évidemment deviné qu'en 6ème position, j'ai mis le film E.T. l'extraterrestre. Le film dure 1h45, c'est évidemment un film de SF et d'aventure, voire également une sorte de récit initiatique pour le jeune héros, et surtout, c'est là encore un énorme classique de la culture populaire. De tous les films que nous avons précédemment cités, E.T. est le plus vieux puisqu'il date de 1982, et que dire, je vais pas vous faire l'outrage de vous présenter l'histoire de ce jeune alien qui est descendu sur Terre pour faire des espèces d'observations botaniques, qui s'est éloigné, qui a été abandonné par ses potes et qui se retrouve à devoir faire ami-ami avec des gosses un peu chelous qui hurlent quand ils le voient et qui le cachent dans un placard pour espérer le renvoyer sur sa planète poursuivi par des mecs chelous. Bref, pas besoin de revenir sur l'histoire. E.T. c'est vraiment un monument, un film que j'ai adoré dans ma jeunesse et pourtant quand je le revois aujourd'hui, je dois être honnête avec vous, le film E.T. l'extraterrestre il a quand même vachement vieilli. Franchement dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve vraiment que de tous les films de Spielberg que je vous cite ici, c'est vraiment celui qui a le plus de mal à passer aujourd'hui à l'écran. Il a vraiment quelque chose de so old school au niveau de l'image, en particulier E.T. qui fait ultra flipper. Dans ma mémoire d'enfant, E.T. il était super mignon. Quand j'ai revu le film, j'avais à peu près la vingtaine, je l'avais pas revu depuis vraiment au moins 10 ans, et je me suis dit mais attends, mais E.T. faisait peur comme ça à l'époque? Genre vraiment ça m'a choquée parce que j'avais gardé une image limite d'un meilleur ami imaginaire parfait, alors que pas du tout, il fait vraiment très très peur. Il a presque un côté body horror un peu dégueulasse, le côté animatronique en plus le rend super réel, mais au-delà de ça, le film est vraiment mythique. Il y a des plans qui ont marqué le cinéma à tout jamais, notamment le plan devant la lune. Et là encore, un petit peu comme Jurassic Park, on est également sur une sorte de film rêve de gosse qui a fait rêver tous les gamins et qui a fait rêver Spielberg lui-même. Et ça se voit dans la façon dont il filme le film, ça se voit dans les lumières, ça se voit dans la façon dont il regarde à travers la caméra son personnage E.T. qui fait peur. Une fois qu'on est adulte, on se rend compte qu'il fait flipper. Mais la façon dont il est regardé avec une espèce de tendresse d'adulte qui réalise son rêve pour l'enfant qu'il était avant. Il y a vraiment quelque chose de très doudou et très tendresse dans le film. Même s'il a mal vieilli, je le revois quand même avec plaisir. En 5ème position, on reste dans la SF, mais cette fois-ci, on passe aux choses sérieuses avec un film de 2002 qui est l'un de mes films favoris de Tom Cruise, j'ai nommé Minority Report. Minority Report dure 2h25, on y retrouve donc notamment Tom Cruise, et on avait d'ailleurs évoqué le film dans mon top 10 sur Tom Cruise, je vous invite à aller le découvrir si vous voulez voir les autres films de l'acteur que j'apprécie. Il y a également Colin Farrell, mais surtout c'est le propos du film Minority Report qui est extrêmement pertinent intellectuellement et toujours autant d'actualité. On n'est plus du tout dans une thématique ni anti-héros, ni aventurier, ni même le rêve. Là, on est clairement dans de la dystopie et dans une approche vraiment sociale où on parle d'un futur absolument terrifiant. Nous sommes en 2054 et le crime a été annihilé. Il n'y a plus de crime dans ce futur. C'est merveilleux, vous me direz, la société ne s'en porte que mieux. Mais ce miracle ne tient pas de quelque chose de positif, mais plutôt de quelque chose de particulièrement inquiétant. En effet, le fait que la criminalité ait été annihilée, c'est grâce à 3 extra-lucides qui verraient dans leur vision les crimes avant qu'ils ne se produisent. Donc les futurs criminels seraient empêchés de commettre leurs crimes en étant arrêtés par la police du pré-crime et en étant jugés et tués avant même d'avoir commis leur délit. Dans cet univers impitoyable, Tom Cruise incarne John, un enquêteur lui-même qui fait partie du pré-crime et qui croit dur comme fer en ce système jusqu'au jour où la personne qui va être accusée d'avoir commis un crime dans le futur que les extra-lucides ont vu, c'est lui. On commence alors à avoir une course-poursuite où il va essayer de prouver qu'il est innocent d'un crime qu'il est supposé commettre dans le futur et on pointe du doigt tout l'illogisme et toute l'absurdité de ce système, de ce monde de Minority Report. Le film est juste absolument excellent, le propos est ultra pertinent, en plus on est clairement sur un suspense assez ouf et on a des visuels qui sont mais incroyables. Franchement, il y a une photographie dans ce film que je trouve sublime avec cette architecture extrêmement moderne, très totalitaire par ailleurs, qui rappelle un petit peu l'architecture des années 30, 40, 50, 60 qu'on a pu connaître, qui est vraiment associée à un pouvoir autoritaire, quelque chose de très froid, très béton. On a des scènes qui sont ultra marquantes, enfin bref, le film est juste génial. Si vous ne l'avez jamais vu, préparez-vous psychologiquement, mais découvrez-le. On continue dans la SF qui est un genre que Spielberg a beaucoup exploré. Après l'aspect sensible et très humain de AI, intelligence artificielle, après le rêve d'enfant de E.T. l'extraterrestre, après l'aspect social dystopique et très dur de Minority Report, on s'oriente vers un film de SF mais là purement d'action et beaucoup plus détente de la filmographie de Spielberg, où il a également travaillé avec Tom Cruise d'ailleurs, c'est La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes est un film de 1h58 qui est sorti en 2005 et qui est l'adaptation d'un roman à succès qui porte le même titre. Et c'est un film qui m'a traumatisée quand j'étais gamine. Soyons honnêtes sur ce point, les tripodes m'ont fait ultra flipper. C'est vraiment des visuels qui me sont restés et de toute façon ce film c'est que des visuels absolument
massif et marquant, que ce soit ne serait-ce que ces énormes créatures, que ce soit cette espèce d'algue rouge qui va finir par tout recouvrir, que ce soit le passage du train en feu qui est absolument incroyable. Le film est vraiment ultra plaisant et en plus pour le coup il n'y a pas d'aspect culpabilisant, trop réflexif ou trop enfantin, on est vraiment purement sur un film d'action. Cette fois-ci, Tom Cruise est un papa un petit peu en rupture avec sa famille. Il a un fils et une fille. Sa fille est d'ailleurs incarnée par Dakota Fanning. C'était l'un de ses premiers rôles. Elle est toute pitchounoute et toute mignonne. Et papa va devoir sauver ses enfants en pleine attaque d'aliens. Mais attention, les aliens ne viennent pas d'en haut. Non, non, les aliens sont là depuis des siècles sous nos pieds. Ils sortent de terre, ils capturent les humains et ils cherchent à terraformer notre planète pour en faire la leur. Alors en soi, on n'est pas vraiment sur un film de scénario, mais on est vraiment sur un film qui mise tout sur son action, sa puissance rythmique, sa puissance visuelle et sa puissance sonore, puisqu'on a là encore une bande sonore hyper pertinente, que ce soit à travers les bruits qui sont donnés aux différents aliens et les scènes où on écoute à travers les murs et dans le sous-sol, etc. Ou tous les moments où la musique accompagne complètement l'action et nous donne ce côté, cette espèce de fuite frénétique qu'ont les personnages dans le film. Mais on est vraiment sur un film d'action extrêmement efficace, traumatique pour les enfants, je le rappelle, mais qui m'est aujourd'hui très sympathique, que je revois quand même assez souvent. Parce que c'est un film qui a certes un côté détente, mais on a quand même une proposition visuelle qui est réellement présente et réellement là, et qui est réellement à la hauteur de ce que fait Spielberg. Il est temps, messieurs, dames, nous arrivons sur le podium, et en troisième position, j'ai choisi de mettre le premier grand succès de Steven Spielberg. Je vous ai dit que jusqu'alors, le film le plus ancien dont on avait parlé, c'était E.T. qui était sorti en 82. Cette fois-ci, on parle d'un film de 1971, qui est plutôt court puisqu'il dure 1h30, mais d'un autre côté, c'était son premier film qui est fait un petit peu avec les moyens du bord. C'est l'excellent film Duel. Si vous n'avez jamais vu le film Duel, vraiment c'est un film à ne pas rater pour voir toute l'ingéniosité du cinéma et toute l'ingéniosité d'un réalisateur pour créer une situation là où il n'y en a pas vraiment. On n'a pas besoin d'effets spéciaux, on n'a pas besoin d'histoires grandioses, on n'a pas besoin de rêves, on n'a pas besoin de héros ou d'anti-héros. Là on a besoin d'un homme sur la route suivi par un camion et c'est tout. Mais juste avec ça, on a 1h30 où on est pris en otage, on est vraiment en haleine de ce qui va se passer, on a une pression et une tension qui vient uniquement du rôle de la caméra, uniquement dans la façon dont Spielberg va filmer son personnage, va filmer ses véhicules, les angles qui vont être choisis, l'ambiance qui est choisie avec ce côté très étouffant, très désert, très chaud, etc. Le film est juste magistral. C'est une maîtrise du début à la fin où on voit qu'avec très peu de moyens, mais avec une bonne idée et une vraie qualité de réalisateur, on peut faire quelque chose d'excellent. Et ce thriller, c'est pour moi et de loin la course-poursuite la plus haletante de tout l'univers du cinéma. Je suis devenue David Mann. Quand j'ai passé mon permis, c'est-à-dire des années après avoir découvert ce film, quand j'ai passé mon permis, à un moment je me suis retrouvée sur l'autoroute et c'est vrai que j'étais suivie par un camion qui allait plus vite que moi et qui du coup essayait de me forcer à avancer. Et j'ai pensé à David Mann. On a tous, à un moment dans notre expérience de conducteur, été David Mann. Et c'est ça qui est ouf dingue. C'est qu'au moment où ce camion était derrière moi et commençait à remplir complètement mes rétroviseurs, je me suis dit... Oh, je suis dans Duel. Et c'est vraiment exquis, c'est vraiment... Il y a vraiment une puissance qui se dégage de ce film. Et c'est pas pour rien que ce film a marqué le début de la carrière de Spielberg en tant que réalisateur de génie. Parce que il y a vraiment un génie qui est condensé dans ce film, dans la façon dont il est filmé, dans la façon dont il est construit, dans le rythme, dans le cut, dans le montage. C'est très très bon. Voyez-le, si vous l'avez pas vu, voyez-le, et si vous l'avez vu, revoyez-le. Voilà. Après des éloges pareils sur le film Duel, vous allez me dire, mais quel film t'as bien pu mettre en seconde et première position? Parce que je vous rappelle que nous sommes que au pied du podium pour le moment. Et bien la seconde position, c'est maintenant, et c'est un de mes films favoris au monde. On retrouve une nouvelle fois Tom Hanks d'ailleurs, qu'on a évoqué en tout début de classement et qui revient cette fois-ci beaucoup mieux positionné. Je parle bien évidemment du film Il faut sauver le soldat Ryan. Le film est sorti en 1998, il est presque aussi vieux que moi, c'est bien évidemment un film de guerre puisqu'il se passe durant la Seconde Guerre mondiale et notamment durant la période du débarquement des Alliés sur les côtes de Normandie pour libérer la France occupée par les nazis. C'est un énorme bébé puisque le film dure 2h49, mais c'est 2h49 d'un film absolument puissant. Je sais pas trop comment dire ça autrement. Il y a des films comme ça où je sais pas comment trouver les mots pour vous dire ce qu'il représente dans mon parcours, dans ma cinéphilie, dans ma relation, du coup même à l'histoire, parce que c'est des films comme ça qui ont fait que je me suis intéressée plus tard à l'histoire, notamment à l'histoire contemporaine, mais ensuite à l'histoire plus largement. Alors évidemment, les films ne sont pas l'histoire, hein, il faut bien séparer les deux, mais ça a construit mes goûts d'une certaine manière. L'expérience que j'ai vécue avec certains films dans ma jeunesse, et notamment dans mon enfance, puis plus tard dans mon adolescence, ont construit mes goûts et ont construit les repères que j'ai aujourd'hui, que ce soit culturellement ou ensuite les choix que j'ai faits. Et c'est
ouf de voir à quel point des films, des très bons films comme celui-ci, peuvent avoir des impacts complètement indirects sur nos vies en fait. Et bon, ça c'est la parenthèse. Au-delà de ça, le film est absolument incroyable, les musiques de John Williams sont juste magnifiques. Tom Hanks est magistral parce que c'est Tom Hanks et qu'il est quasiment toujours magistral. On en a parlé récemment d'ailleurs dans son film Le pire voisin du monde où il est encore magistral. Voilà, allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Il y a également Matt Damon qui est également très bon parce que j'adore aussi Matt Damon. Enfin bref, le cocktail est juste excellent. Certes, l'histoire est extrêmement simple. Nous sommes au moment du débarquement de Normandie. Un jeune homme, Ryan, est le dernier frère vivant d'une fratrie de 4 garçons. Les 3 autres sont morts en quelques jours. Celui-ci est le dernier, sauf que loin des lignes de débarquement, dans les terres occupées par les nazis, une escouade menée par Tom Hanks va être envoyée pour sauver ce jeune Ryan qui est tout ce qui reste de sa famille, qui est le seul héritier de ses parents qui sont des fermiers qui ont envoyé tous leurs jeunes à la guerre. C'est très émotionnel, c'est sublimement réalisé, les décors sont magnifiques, la dureté de la guerre est vraiment montrée. Alors certes, on est dans une histoire très héroïsante qui est très très loin de la réalité du front, mais on a quand même quelque chose où on nous montre la dureté des combats, la dureté des choix qu'ils vont faire quand on est sur le terrain. Enfin, c'est vraiment un film que j'adore, je ne vois pas du tout le temps passer, pourtant il fait presque 3 heures mais je les sens même pas passer. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Je sais que certains n'aiment pas le film parce qu'il a un côté très America, mais bon, le débarquement américain pour sauver la France, je sais pas comment vous appelez ça, mais America, enfin bon, bref. J'adore le soldat Ryan, c'est ma deuxième position, voilà. Avant de passer à la révélation du numéro uno, je vous propose quelques mentions honorables. Première mention honorable, c'est un film de 1975 qui est donc plus vieux que E.T. mais plus jeune que Duel, si vous suivez bien la chronologie de réalisation des films. C'est un film qui est également une icône de la culture populaire mais que moi je n'apprécie pas beaucoup et j'avoue que c'est pas faute d'avoir essayé de le revoir pour comprendre un petit peu la hype, mais je pense que la thématique me parle pas et enfin voilà, il y a quelque chose qui matche pas entre ce film et moi, mais c'est quand même un film majeur de la filmographie de Spielberg, c'est évidemment Les Dents de la Mer. On passe ensuite à des films beaucoup plus récents mais que j'ai également apprécié. En 2011 il a sorti le film Cheval de guerre. Bon, je ne le verrai qu'une fois ce film, je ne le reverrai jamais, c'est comme le film Deux frères, les films où il y a des animaux qui souffrent. Moi j'y arrive pas, c'est juste pas possible, c'est horrible. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai un mauvais relationnel avec Les Dents de la Mer, parce que je m'identifie à ce pauvre requin. J'ai vraiment une problématique avec la souffrance animale dans les films, c'est dû à ma sensibilité personnelle, mais du coup Cheval de guerre c'est juste impossible. Je pleure du début à la fin, c'est horrible. Donc cette fois-ci on n'est pas dans la Seconde Guerre mondiale, on est durant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que durant la Première Guerre mondiale, en tout cas durant une certaine période de cette guerre, certains assauts étaient encore menés à cheval alors que l'armement avait complètement changé, qu'on était passé dans la guerre moderne, que les chevaux avaient jamais eu grand chose à faire sur les champs de bataille. Là c'était juste de la boucherie littérale et ce film est juste horrible, je le reverrai pas. Il est très très bon, hein. La réalisation est très belle, la lumière est très belle, c'est hyper triste, enfin ça me fait trop pleurer, c'est horrible, mais je le reverrai pas. 2015, Le Pont des Espions, on retrouve de nouveau Tom Hanks. Le film est très sympathique, mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous, un petit peu lambda. J'ai pas trouvé qu'il avait quelque chose de particulier à apporter. Il le sent pas, mais sans plus. L'histoire est un petit peu, voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais j'ai pas trouvé que le film avait beaucoup de relief, malheureusement. Film qui, lui, a eu beaucoup de relief, mais qui, voilà, est un petit peu plus plan-plan que les autres films que j'ai pu mettre dans mon top 10, c'est Pentagon Papers. En 2017, bon, le film est évidemment majeur par rapport aux événements qu'il écrit, donc les fameux Pentagon Papers. Si vous ne connaissez pas cette histoire, franchement, le film la résume très très bien et on comprend vraiment vachement mieux la géopolitique américaine, la relation aux médias, etc. Enfin, il est très instructif en fait, il y a un côté très instructif dans ce film, mais je le mettrai pas dans mon top 10 parce que ça n'a pas non plus été un coup de cœur. Et même chose pour un film complètement dans un autre genre, Ready Player One qui est sorti en 2018. Je l'ai apprécié, beaucoup de gens ont complètement dézingué ce film, moi je l'ai apprécié, mais alors par contre, c'est loin d'être un grand film non plus pour moi. Je l'ai trouvé sympathique au niveau des rêves de la culture populaire, au niveau de l'expérimentation en fait que Spielberg fait avec les nouvelles technologies du numérique, etc. Mais sans plus, un peu comme les autres en fait, voilà, sans plus. Et dernière mention honorable, ce sera le très récent The Fabelmans. Donc je vais pas vous en dire plus sur ce que j'ai pensé du film, je vous renvoie vers ma vidéo qui est toute récente, qui est là, qui vient de sortir, donc voilà, pour en savoir plus, allez-y, mais je pense que l'expérience est peut-être trop récente pour que je puisse catégoriser ce film par rapport à d'autres avec qui j'ai une relation de beaucoup plus longue haleine. Tous les films que j'ai mis dans le top 10, c'est des films avec lesquels j'ai une relation de plusieurs années, et c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que Fabelmans a sa place dans le top 10? Pour moi c'est encore beaucoup trop frais, on en reparlera d'ici 1 an au moins, voire 2, et à ce moment-là on verra si ma position a évolué vis-à-vis du film, mais là il est évidemment mention honorable. Je vous dis pas pourquoi, mais il y a quand même beaucoup de positifs dans ce film, allez voir la vidéo, mais il mérite pas d'être dans le top 10, pas encore, il est trop jeune, il faut qu'il fasse sa vie dans ma tête, voilà. Mais alors du coup, après ces 9 films du top et ces mentions honorables, vous allez me dire, mais quel est ton numéro uno? Mais ça me paraît assez évident à moi, mon numéro 1, mon film favori de Steven Spielberg, c'est La Liste Schindler. Le
film dure 3h15. Alors là, c'est même plus que c'est un long film, c'est vraiment un mastodonte. Il est sorti en 1993, c'est un film en noir et blanc. Vous le savez sur la chaîne si vous suivez de façon récurrente mes vidéos. Je suis fascinée par le noir et blanc au cinéma. Je trouve que c'est magnifique, je trouve que c'est une technique qui a été trop délaissée, qu'on n'utilise plus assez dans les films d'aujourd'hui alors que ça peut révéler quelque chose d'extrêmement puissant et c'est le cas dans ce film La Liste de Schindler, notamment parce qu'à un moment, il y a un trébuchement du noir et blanc avec un moment de couleur dans le film qui du coup est transcendant. Je vais pas vous en dire plus si vous l'avez jamais vu, mais c'est vraiment, le film est incroyable. On est encore une fois sur un film qui me fait pleurer toutes les larmes de mon corps, mais on est sur un film qui est émotionnellement extrêmement lourd et en plus inspiré de faits réels. Le film s'inspire donc de l'histoire vraie de Oskar Schindler, qui était un industriel allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Du fait de sa position d'industriel, il a d'abord été perçu comme une personne qui a souhaité profiter notamment de l'économie de guerre. Son industrie a profité du développement économique lié à l'armement du fait de la guerre à cette époque. Mais derrière cette façade d'industriel jouissant de l'économie de guerre, c'est un Allemand qui a sauvé des centaines de Juifs durant la guerre. Il a d'ailleurs été reconnu post-mortem comme juste parmi les nations, qui est la reconnaissance de ceux qui ont aidé les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale à se cacher, à passer les frontières, à trouver une solution pour fuir la barbarie nazie. Et ce film raconte son histoire, raconte son investissement et rend en fait hommage à la figure de cet homme, notamment le plan de fin. Il me dit penser, j'ai les larmes qui montent parce que je trouve ça hyper puissant émotionnellement. Au casting, on retrouve notamment Ralph Fiennes, qui est pour moi dans l'un de ses meilleurs rôles. Liam Neeson également est très très bon dans le film. Le film est en plus visuellement absolument magnifique, comme je vous l'ai dit, avec son noir et blanc extrêmement puissant. C'est un film qui prend aux tripes, qui est dur, que je revois du coup pas très souvent, je vous avoue, parce que c'est un film qui me mouline un peu de l'intérieur, mais pour moi c'est clairement la meilleure production que Steven Spielberg ait pu nous offrir, parce que en plus d'avoir cette maestria en tant que réalisateur, cette patte visuelle, de mettre en avant et de valoriser ce noir et blanc qui est absolument sublime dans le film, on a une puissance du message, une puissance du propos, une puissance de l'histoire qu'il nous a racontée qui est incroyable. Ce passage avec ce manteau rouge c'est iconique, je sais pas comment vous dire ça autrement. C'est vraiment un film qui m'a profondément marqué, qui m'a profondément bouleversée, et c'est mon film favori de Steven Spielberg parce que pour moi c'est le sommet de ce qu'il nous a offert dans son art pour le moment, où il a su allier vraiment tout ce qu'il sait faire de mieux au service en plus d'une histoire qui m'a bouleversée et d'une histoire qui est inspirée de faits réels. Donc c'est le max du max du max pour moi, c'est mon numéro 1. Enfin, ça a été incontestable. Quand j'ai fait mon top 10, il m'est venu à l'esprit et il était indétrônable. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur film que ce réalisateur ait pu nous offrir, du moins jusqu'à maintenant, puisqu'évidemment il continue de produire pour notre plus grand bonheur et on continue d'aller découvrir ses films pour notre plus grand plaisir. Alors des fois il y a des trucs qui ne me parlent pas, comme West Side Story par exemple, qui ne m'a pas du tout parlé, j'ai une vidéo dessus sur la chaîne si vous voulez aller voir. Des fois il y a des films où il faut que je réfléchisse pour savoir à quel point ils m'ont parlé ou pas, comme The Fabelmans, mais c'est toujours un plaisir d'aller découvrir un Spielberg au cinéma. C'est pour moi l'un de mes réalisateurs favoris, c'est pour moi l'un des grands réalisateurs d'Hollywood aujourd'hui. En plus il représente le nouvel Hollywood, etc. Tout ça je vous en ai parlé dans la vidéo The Fabelmans, donc je vais pas vous en reparler ici, mais voilà, je suis juste ultra ravie de vous avoir fait un top 10 sur quelqu'un comme Steven Spielberg et j'ai trop hâte de savoir ce qu'il va nous offrir à l'avenir au cinéma. Et c'est également évidemment toujours un plaisir de revoir les films qu'il nous a déjà fait et notamment mes 10 favoris. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo top 10 sur Steven Spielberg jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous avez des petits likes jusqu'en dessous, ça fait toujours plaisir, ça me soutient dans ce que je fais, ça me donne le smile et ça aide YouTube à référencer la vidéo. Mais surtout, laissez-moi en commentaire vos films favoris de Steven Spielberg. Dites-moi lesquels sont vos favoris. Il y en a que j'ai pas cités, évidemment, parce qu'on peut pas avoir les mêmes goûts. J'ai juste trop hâte de savoir quels sont les films de ce réalisateur que j'adore, que vous appréciez le plus. J'ai hâte de savoir si on est en accord ou pas. Est-ce que d'autres que moi auront La Liste de Schindler comme premier film? C'est un film qui est très long, c'est un film qui est en noir et blanc, c'est un film qui est très dur émotionnellement, donc ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde. On n'a pas tous la même expérience du cinéma et c'est ça qui est merveilleux. Et si vous avez apprécié la vidéo, évidemment vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça me soutient également dans ce que je fais et ça vous permettra d'être prévenu, en particulier si vous activez la cloche, des prochaines sorties de vidéos, des prochains top 10. Le prochain top 10 ce sera le mois prochain, donc en avril, mais également des vidéos avis sur les films d'actualité ou les séries et des petits shorts pour revenir ensemble sur des épisodes ou des petites choses dont j'ai envie de vous parler. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages comme toujours. Peut-être un film de Spielberg, peut-être que je vous en ai fait découvrir un ce soir, peut-être que je vous ai motivé pour en découvrir un, donc dites-le moi. Mais surtout, prenez soin de vous et nous on se dit comme toujours, à très très vite. Pas mis de sucre.
Bon, le test du micro a pas été complètement transcendant, du coup j'ai réessayé avec un autre setup, j'espère que cette fois-ci ça ira mieux. Pour ceux qui n'ont pas suivi dans la vidéo précédente, je suis pas dans mon décor habituel comme vous l'avez remarqué car je suis en vacances. J'ai déjà mon ancien trépied que je laisse ici, histoire de pas avoir à trimballer le trépied quand je viens, et j'espérais laisser l'un de mes micros, enfin l'ancien micro que j'utilisais du coup avant de passer au Blue Yeti ici, histoire de pareil pas avoir à trimballer le Blue Yeti parce que j'ai tout le temps peur de l'abîmer et il est quand même assez lourd et assez chiant à transporter. Du coup je voudrais laisser ce micro là ici, mais mon micro qui est moins bien forcément. En plus il fait de l'écho, ce que moi j'aime pas beaucoup. J'avais essayé certains réglages dans la précédente vidéo, je vais en essayer d'autres dans celle-ci pour essayer de bien faire les choses. Voilà, je suis contente parce qu'on fait le top 10 Spielberg. Et le top 10 est en retard parce qu'en début de semaine, j'ai eu beaucoup de trucs pas du tout prévus à faire au niveau parcours médical, tout ça. Donc ça a décalé les vidéos. Bref, let's go. Pas dans le bon sens là. C'est mieux. Soif, j'ai soif. Elle est où ma tasse? Ah, merde. J'espère que mon micro, les réglages étaient mieux cette fois-ci, parce que c'est quand même une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Laissez-moi votre top en commentaire. Merci de respecter les goûts de tout le monde. Donc n'hésitez pas à laisser votre top 2002 avec un acteur qui était au summum de cette carrière. Il capture les humains et il cherche à terraformer notre planète pour en faire la leur. J'espère que j'ai pu transmettre mon amour du travail de Monsieur Spielberg. Monsieur Spielberg, si vous regardez cette vidéo, écoutez, continuez. J'aime bien ce que vous faites. Je vous embête pas plus, de toute façon j'ai pas grand chose à vous raconter. Voilà, j'espère que je pourrai sortir cette vidéo le plus rapidement possible pour rattraper le retard que j'ai pris sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé ces scènes post-génériques qui n'apportent rien de plus mais qui sont sympathiques et qui nous permettent de discuter un peu. Et